Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Infomédia One, bonjour. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de votre émission Revue Hebdo, qui va passer aujourd'hui à son numéro 7. Numéro 7 avec une nouvelle formule un peu plus courte. Nous avons 15 minutes pour décortiquer l'actualité et parler à notre invité, M. Marien Foné-Ngombe. Bonjour. Bonjour. Nous avons 15 minutes, on va essayer de speeder, on va essayer de faire vite, on compte sur vous. Pour commencer, nous aurions aimé avoir votre CV Express, M. Marien Ngombe. Alors, CV Express, pour faire court, de formation sur un nombre de chiffres. Donc, j'ai un DECF. Ça fait 10 ans que je travaille en cabinet d'avocat d'affaires, comme comptable, responsable comptable, directeur administratif et financier, parcours classique. Donc, voilà. Et puis, je suis ici parce que j'ai écrit, je suppose, j'ai essayé d'écrire quelques bouquins. Et je suis arrivé à l'écriture parce qu'une fois, j'ai publié un billet d'humeur qui a emmené des amis à me dire écoute, lance-toi, essaie de faire un peu plus long. Donc voilà, j'ai sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle Escale et un roman qui est construit comme un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Bâtiment A. D'accord. Que j'ai eu le plaisir de lire, je précise, Le Bâtiment A. Vous êtes un homme de chiffres, ça tombe bien. Premier sujet à commenter pour l'actualité, c'est le cours du pétrole. Depuis quelques semaines, les grands producteurs de pétrole en Afrique n'arrêtent pas de se plaindre. Le baril chute. Et l'homme de chiffres que vous êtes, quel regard vous portez là-dessus, sur ces plaintes, sur ce cours qui baisse? Alors, je vais le regarder toujours par le prisme de mes origines. Vous m'excuserez. Je suis du Congo-Brazzaville, donc moi, tout de suite, j'ai réagi par rapport à mon pays, qui dont l'économie repose essentiellement sur le pétrole, dont le budget a été voté avant la connaissance de cette chute. Donc, vous imaginez les dégâts sur ce qui a été voté. Donc, c'est une chute quand même de moitié. Et après, ça a emmené des politiques à revenir sur la diversification de l'économie congolaise, sachant que, je vais être bref, que l'agriculture a été toujours marginalisée. Donc il y a des fonds qui sont mis en place pour soutenir les agriculteurs, même ceux qui entreprennent dans des petites coopératives. Mais bon, encore, après on se pose la question de la vision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion de risque, c'est un problème qui est très ancien et on essaie de régler les choses dans l'urgence. On va voir, après, le Congolais a des ressources, j'espère que ça va donner cette urgence. Qu'est-ce que ça va donner à votre avis, cette urgence? On aura des fruits, pas tout de suite, beaucoup plus tard, et donc on va encore gérer dans l'à peu près. C'est dommage. Si je vous dis Mangungu Clé, ça vous parle? Mangungu Clé, c'est un musicien. Dans les années 80, il chantait Tokanissa, après pétrole. Pensons à l'après-pétrole, ça fait 35 ans. C'est incroyable. Mais toi, par définition, une manne, c'est appelé à tarir, même si ça dure des années. On a vu des pays grands exportateurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, je crois que par rapport à son utilisation de pétrole au quotidien, si je ne me trompe pas de pays, à un moment donné, il faut diversifier les ressources, quoi. Le Congo, on sait que le bois est dans le nord. On a eu beaucoup de problèmes sur l'acheminement du bois parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y en a aussi à Lubomo aussi, il y a beaucoup de bois. Il y a beaucoup de bois aussi. Mais enfin bref, les problèmes ne sont pas nouveaux. C'est toujours ça qui est assez risible, en jaune. Mais les problèmes ne sont pas nouveaux et les solutions sont toujours un peu prises comme ça, un peu par-dessus la jambe. Mais bon, voilà, la chute du cours, on se dit, maintenant, on va travailler, comme on dit les grands dirigeants. Mais voilà, c'est juste que c'est assez dommage et inquiétant. D'accord, s'ils vous écoutent. Alors, vous avez parlé du Congo, on va y rester, même si ça concerne également d'autres territoires africains. Il y a le problème de changement constitutionnel. Oui. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on en parle, meeting et autres. Et là aussi, quel regard vous portez? Alors, c'est un sujet assez sérieux dans le sens où il ne faudrait pas que ça se limite à des discussions de salon, parce que c'est des populations qui sont touchées par rapport à ça. Et le sujet, il faut qu'on soit précis. Donc il y a deux sujets qui sont posés sur la table. L'âge limite et le nombre de mandats successifs. Voilà. Sur l'âge limite, apparemment, la question c'est de savoir est-ce qu'à un certain âge on peut diriger un pays ou pas, je vais y arriver. Paul Biya a 80 ans. 82 pour être 82. Est-ce qu'il dirige mal son pays? Moi, je ne m'engage pas. Le président de l'Union africaine aujourd'hui, Mugabe, il a des qualités et des défauts. Est-ce que, ça reste discutable. Après, il y a ce sujet qui est assez marrant. Vous connaissez le jugement supplétif qui permet de changer, de revenir sur l'âge parce que pendant une période... Moi, j'ai des tons qui sont nés verts. On rigole, mais bon, voilà. Et après, l'autre question qui est assez délicate, c'est celle des mandats successifs. Après, je pense qu'il ne faut pas insulter l'intelligence du peuple congolais. Soit on pose... Le vrai problème est le suivant, c'est que les sujets ne sont pas abordés de manière frontale. Ce que je ne comprends pas, c'est à peu près des partis qui prennent position, qui avancent, qui reculent. Je pense qu'il faut aller en face des choses, poser les choses sur la table, discuter franchement, et puis après, argument contre argument. Aujourd'hui, concrètement, vous êtes dans un isoloir, on vous dit oui, non, changement de constitution, vous faites quoi?
Je ne me suis pas décidé. Franchement, sincèrement, c'est pas une réponse de Normand. C'est la même chose en RDC. Je sais bien. Le Bénin a échappé, le Burkina aussi a échappé. C'est la même réalité. Hein. Oui. Après, le débat reste sur des hommes. Et je pense que le problème est profond. C'est ça. Il ne faut pas voir à court terme. Ok, on va mettre Tartampion ou X au pouvoir, mais c'est pas celui-là. Moi, vraiment, c'est pour ça que je ne me positionne pas de manière aussi facile, parce que la réflexion à mener, elle est profonde sur le long terme. Faut faire, quand un édifice est vermoulu, je pense qu'il faut casser et reprendre à zéro. Pour vous, l'édifice congolais est vermoulu. Oui, je pense, sincèrement. C'est dit, c'est fait. On va faire une pause au niveau des sujets d'actualité pour parler de vous, même si nous n'avons malheureusement pas d'exemplaires de vos 2 ouvrages. De quoi parlez-vous dans ces 2 romans, dans ces 2 livres, même si vous avez un peu commencé à effleurer la chose? Alors, dans mes romans, généralement, je n'aborde pas de grandes causes. Moi, j'aborde l'être humain. Je m'intéresse aux conflits qui traversent l'être humain, et je pense que ça fait écho après à tout le monde. Mon premier recueil de nouvelles escales parle de voyage réel. Il y a une nouvelle qui parle d'un homme qui prend un train et qui se pose des questions sur sa vie. Et une nouvelle qui parle de voyage d'un Africain, un Congolais, je crois que c'est précisé, qui essaie de quitter l'Afrique pour venir s'installer en Europe. Et il apprend également sur lui-même. Il y a une démarche initiatique et une démarche de remise en question dans les 3 nouvelles de ce premier recueil. La dernière nouvelle est assez ésotérique, qui parle de cheminement, qui parle de strates, qui est assez spirituel, difficile mais qui parle de la remise en question. C'est vraiment le sujet sur le recueil de nouvelles. Sur Bâtiment A, c'est la vie en cité U, et il y a plusieurs niveaux de lecture toujours. Pour moi, c'est un parcours initiatique, parce qu'en cité U, on devient un homme, chacun se construit. Vous êtes passé par là? Oui, j'ai passé. Il y a beaucoup de vous là-dedans. Oui, toujours. Consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. Moi, je suis définitivement convaincu qu'il y a de moi, je parle de moi, ou des choses refoulées, ou des choses vécues par procuration, voilà. C'est un peu ça. Je pense que ça a fait le tour de la question. Voilà, c'est deux ouvrages. Ça fait 2 livres que vous avez écrits, de la famille, les parents, les amis. Comment c'est perçu autour de vous? S'ils l'ont lu, bien sûr. Oui, beaucoup ne l'ont pas lu. C'est vraiment dommage. Ça, c'est après chacun. Il faut leur offrir, peut-être, acheter en grande quantité. Oui, mais c'est chez moi. Il faut se servir à lire. Et non, mais les retours sont assez positifs. C'est-à-dire que sur le premier, beaucoup ont eu du mal à se détacher du fait que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient. Donc à chaque fois, il y avait la question, c'est toi, merde, t'as fait ça, je sais pas que t'avais fait ceci ou cela. Et sur le deuxième, déjà, la lecture était plus intéressante. Ils se sont habitués à lire des écrits venant de moi, et donc ils ont pris un peu... L'immersion était plus facile. D'accord. Voilà. Nouveau sujet d'actualité, Boko Haram. Boko Haram, ça fait des années qu'ils sont en train de sévir. Et là aussi, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils cassent. Votre regard est requis là aussi. Et vraiment... Tout en précisant que l'armée tchadienne vient d'entrer dans le conflit, et donc il y a le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger qui sont en train de combattre Boko Haram aujourd'hui. C'est très bien, toujours par le prisme de... Je suis pas panafricaniste, pas parce que ce combat ne me parle pas, parce que j'ai pas des précisions ou le bagage de M. Obamenga. Les gens ne connaissent pas votre parcours. Non. Bref, c'était qu'une parenthèse. Mais comment je réagis comme ça à fleur de peau, ce que je dirais, c'est que c'est un sujet aujourd'hui qui touche l'Afrique. Bon, on a eu une vague où vraiment ça a fait l'actualité, Bring Back Our Girls et tout ça. C'est passé de mode. Malheureusement, les médias, c'est ça. Donc c'est un sujet que le continent doit prendre à bras le corps. Comment ? Déjà, moi, j'ai rigolé quand j'ai vu le sommet de l'Union africaine, quand chacun avait essayé de gérer sa petite tambouille et n'était pas venu pour parler du sujet. Entre Kabila et ses élections, c'est Macky Sall qui m'a fait sourire. Apparemment, il avait rendez-vous avec Christine Lagarde. C'est plus important pour lui. C'est plus important pour lui. Donc, c'est criant de vérité, quoi. Voilà, ça en dit long sur la chose. Après, c'est assez au continent de régler ce souci. Le Tchad, c'est impliqué, c'est ça, hein. Tout à fait. Encore là, j'ai essayé de gratter le vernis. Apparemment, je suis mauvaise langue, mais c'est parce que l'endroit où sévit Boko Haram, c'est le passage qui fournit le passage alimentaire en fait pour le Tchad, et du coup donc le Tchad s'implique pour ça. Il manque un peu une cause. On parlait de patriotisme si on parlait d'un pays, mais il y a une cause un peu continentale comme ça. Quelle peut être cette cause qui pourra amener tous les Africains à se tourner ensemble? Je ne suis pas pessimiste, mais je me pose la question et je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait... on souffre quand même de mots assez profonds. Il y a eu l'épidémie Ebola, normalement ça peut réveiller des consciences. Plein de choses. Boko Haram, ça doit créer le sursaut.
sur l'échelle mondiale, il y a eu les guerres mondiales ont créé des choses, on a créé après la SD, on a créé l'ONU, ça derrière. Mais nous, bon, je ne sais pas d'où ça viendra, ou d'une nouvelle classe politique, ou d'une prise de conscience. Non, j'ai pas de solution. Et je me questionne. Vous avez parlé de l'OEA, ça tombe bien. Robert Mugabe vient d'être élu à la tête de l'Union africaine pour une année. Bon, pour une année, déjà, c'est rassurant, vu son âge, pour rigoler. Mais après, symboliquement, moi, je trouve ça intéressant, symboliquement, dans le sens où on n'arrête pas, nous, les Africains, de se plaindre de l'asservissement de certains pays, de l'avilissement, je dirais, de certains pays. Qu'un monsieur comme Mugabe soit à la tête de l'Union africaine, vu ses positions qui sont vraiment... ce n'est pas un pantin. Donc à ce niveau-là, symboliquement, ça fait plaisir. Mais après, bon, est-ce qu'il peut donner quelque chose de neuf à la tête de l'Union africaine? Je pose des questions. Et après, mais sur le symbole, je trouve ça très bien. Bon. Vous avez dit que vous êtes originaire du Congo. On va vous inviter à faire un petit exercice. Dites un mot ou une phrase dans une langue congolaise, mais pas le lingala. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui. Moi, j'ai une citation que j'aime bien en marquois. Merci ça me permet de faire un clin d'œil à mes parents. Otari Obayi. C'est-à-dire? Qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Ça résume un peu. La vie fonctionne de cette manière. C'est clair, c'est net, c'est précis. Dans la semaine, un coup de gueule, quelque chose qui vous a énervé. Quelque chose qui m'a énervé. Qui vous a sorti de vos gants. Alors, moi, vous savez, sur la pyramide de Maslow, en Afrique, on n'est pas très élevé. Donc, ça ne va pas être un sujet philosophique. Mais j'ai eu des parents encore récemment qui me disent qu'on a des problèmes d'eau et d'électricité. C'est récurrent. Donc c'est épuisant. Alors moi je me dis, à un moment donné, ça n'empêche pas les gens de vivre. Hein, voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que on construit des édifices, on construit des routes, c'est très important. Parce que moi j'ai vu, je ne sais pas si vous connaissez Kim Son-di, je suis désolé d'emmener la discussion sur mon pays. Je vois où c'est. Mais j'ai vu que ça a développé. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent vendre, mettre des étals sur la route et tout ça. C'est source de développement. On ne peut pas ne pas féliciter cela, qu'il y ait toutes ces routes, toutes ces constructions. Mais après, qu'il n'y ait pas d'eau et d'électricité à ce point-là. Les Chinois travaillent pour le Congo, d'accord? Je pense qu'à un moment donné, il y a des cahiers de charges, c'est très précis. Le Congolais est après à entendre que faudra 10 ans pour que l'acheminement soit fait ou que l'eau soit réparée, mais on ne va pas me dire que ce soit à chaque fois un saupoudrage ou de l'approximation à ce point. Vous le dites, ça prend 20 ans, ça prend 20 ans, mais on sait que dans 20 ans, ce sera réglé. Donc voilà, après, je ne suis pas du tout un révolutionnaire du clic ou de je ne sais quoi. Voilà un petit coup de gueule qui est assez personnel, et puis voilà, c'est juste un appel. Dans l'autre sens, un coup de cœur? Un coup de cœur. Je lis alors un roman en ce moment je ne vais pas écorcher son nom, Haïlé Sélassie, qui parle de famille. Ça me touche toujours particulièrement. Et je peux le dire en 2 mots, en fait, ça parle de la honte. Après, comment un événement peut faire qu'une famille se retrouve en charpie. En gros, c'est un père qui abandonne sa famille parce qu'il perd son emploi, un immigré. Et donc, vu qu'il a honte, en fait, et par honte, il laisse sa famille et il essaie de faire un retour, mais entre-temps, donc les enfants grandissent avec ce drame-là qui met la famille en lambeaux. Voilà un peu en 2 mots, et je trouvais ça excellent, très émouvant. Le prochain livre? À lire ou... à écrire, pardon. À écrire. J'ai un livre en cours d'écriture qui est vraiment axé sur mon pays. C'est peut-être pour ça que j'en parle avec autant de passion, qui revient un peu sur... qui revient sur le Congo des années 60. Si on a un peu de temps, l'idée, c'est pas... Les mots ont peu d'importance. C'est pas communisme ou je ne sais quoi. Mais il y avait une organisation de la jeunesse, une organisation de beaucoup de choses que je trouvais très bien. UGC, les CVO, le centre de vacances organisé. Les jeunes n'étaient pas laissés à eux-mêmes, ils étaient vraiment repris, on fait des activités, les semaines culturelles. Il y avait des choses qui étaient très bien. Là, je sais qu'au Congo, ils construisent la cité de la musique, c'est une bonne initiative, mais après, on investit dans le dur, mais pas assez dans l'intelligence des enfants, dans l'éducation et tout ça. Et à cette époque, c'était quand même pris en compte. Et donc ce livre, ce sera un essai, un roman, Non, c'est un roman. Je n'ai pas attaqué un essai parce que je n'ai pas les précisions qu'il faut et de dates et de faits, mais on se replonge dans ces ambiances-là. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir. On a fait très vite, 15 minutes, c'est pas évident. On a abordé les sujets qu'il fallait. C'est l'actualité. En tout cas, nous vous remercions d'être passés. Merci. Et surtout pour cette phrase. Hein. Voilà, j'espère que les téléspectateurs vont retenir. Encore une fois, nous vous disons merci de nous suivre. Continuez à nous écrire, à nous dire des petits mots, que ce soit des mots durs ou des mots méchants, gentils, peu importe. C'était Revue Hebdo. Nouvelle formule avec M. Marien Fonengombe. Nous vous disons merci, au revoir. Merci beaucoup. Et nous vous disons à très bientôt.